Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième conférence de cette nouvelle édition de Virtual Livre. Avant toute chose, je tenais à m'excuser pour la précédente conférence. Il y a eu un gros défaut technique qui m'a un peu pris de panique et du coup, c'est pas forcément passé comme prévu. Donc voilà, je suis vraiment navré et un gros merci à Lucas qui a essayé de rattraper le coup. Merci à tous d'être venus. Le sujet d'aujourd'hui, utiliser la psychologie pour booster ses personnages, sujet assez vaste. Pour en parler avec nous, Nathan Phoenix, salut à toi. Salut à tout le monde. Et Je te moi. laisse le soin de te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Oui, avec plaisir. Alors, je m'appelle Nat. Je suis néo-romancière, c'est-à-dire que je suis toute nouvelle romancière. Je viens de publier en D'accord. juillet dernier mon premier roman. Et je suis également psychopraticienne de métier et donc j'utilise la psychologie dans mes romans pour booster les personnages et j'aime beaucoup discuter autour de ce type de choses. D'accord. Eh bien, vu qu'on a une experte, on va commencer par une simple question, enfin une question à la réponse très complexe, mais qu'on ne pose jamais réellement quand on aborde le sujet de la psychologie, c'est comment est-ce que tu définirais toi la psychologie? Ah oui, en effet, c'est une question extrêmement vaste et je vais essayer de rester le plus simple possible et surtout, je ne vais pas aller dans des grands concepts qui vont un peu ennuyer tout le monde. On va essayer de rester vraiment dans quelque chose de pratico-pratique Mm. par rapport à l'écriture, mais pas que l'écriture, hein. C'est également pour toutes les personnes qui sont en processus de création. Pour moi, déjà, la psychologie, c'est une discipline scientifique. Je ne confonds pas ça avec la connaissance de soi ou la psychanalyse. Psychologie et psychanalyse, c'est complètement différent. Mm. La psychanalyse, c'est vraiment le travail qu'on fait sur soi avec soi-même. Pour moi, la psychologie, c'est la compréhension de la structure et des fonctionnements de l'activité mentale et des comportements. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on réagit face à un stimuli qui a été, qui advient dans la vie, et quel comportement on va réussir à pouvoir développer par rapport à ça. Il y a beaucoup de différents domaines de la psychologie, hein. L'individu, donc moi avec moi-même, le groupe social, ce qu'on appelle la psychologie sociale, le groupe dans lequel on évolue, la famille, l'entreprise, la ville, la société. Euh, il y a tout ce qui est neuropsychologie qui arrive énormément actuellement avec les neurosciences et tout ce qui est le lien entre le cerveau et le comportement. Euh, c'est avec l'activité des neurosciences où en fait on est en train de s'apercevoir de l'activité du cerveau par rapport au comportement qu'on peut avoir. Il y a également toute la psychologie cognitive qui est un système de traitement de l'information, le langage, la mémoire, les comportements. Euh, et puis en dernier, je pense que c'est quelque chose sur lequel les gens qui sont dans la création aiment bien regarder, c'est tout ce qui est psychologie expérimentale. Faire des expériences en plaçant l'individu ou le groupe d'individus dans des situations particulières. C'est un peu ce qu'on fait quand on écrit, hein. On prend son personnage et puis on le met dans toutes les situations possibles et imaginables, histoire de voir comment il va fonctionner. Mm. Et puis après, il y a la psychodésorganisation et plein d'autres choses. Mais bon, on va essayer je vais essayer de segmenter un peu tout ça pour pas perdre tout le monde. D'accord. Euh, donc, dans un processus de création, on peut le faire l'ancrer à la fois dans le réel et à la fois dans l'imaginaire. Souvent, on a l'impression que la psychologie, c'est réservé uniquement à tout ce qui traite du présent, du réel. Mais je trouve que l'imaginaire est quelque chose dans lequel les psychologies sont vraiment extrêmement présentes et c'est ce qui permet justement d'avoir la possibilité d'explorer des choses que d'autres gens n'explorent pas. Mm. D'accord. Donc,
Alors, je suis désolée, hein, il y a peut-être des fois où je vais peut-être pas être très... C'est la première conférence, donc voilà. Il n'y a pas de souci. Non, mais en fait, je savais pas si tu avais conclu ou s'il y avait d'autres choses à développer. Alors, et le problème, c'est que si on me laisse me tout développer, ça va être compliqué parce que je pourrais en parler pendant au moins jusqu'à la fin du salon, hein, donc D'accord, moi, c'est vous d'accord, qui voyez. d'accord. Donc effectivement, du coup, il y a plusieurs embranchements à la psychologie. Une question qu'on pourrait se poser, je te demande à toi qui es néo-romancière, c'est comment on incorpore efficacement de la psychologie dans un ouvrage? Alors, je dirais que tout est psy. Alors, c'est parce que c'est mon métier, mais c'est pas uniquement parce que c'est mon métier. C'est le fait, on est tous comme Monsieur Jourdain, en fait, on fait de la psy sans le savoir. Quand on écoute quelqu'un qui vous raconte une histoire, tout de suite, on se met à développer des choses, à imaginer des choses, à faire des conjectures, à partir dans d'autres histoires, et voilà. Et en fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est plus en explorant des genres qu'on voit quel type de psychologie est efficace par rapport au genre littéraire ou au genre de création artistique qu'on veut avoir. C'est pareil dans le dessin, dans la musique, dans pas mal de choses. Je vais rester sur la littérature si ça vous dérange pas, parce que c'est le domaine quand même que je connais le mieux. Bien sûr. Donc en fait, je vais prendre 3 exemples, comme ça ce sera plus concret. D'accord. Par exemple, le roman noir. Donc Oui. le roman noir, on y met plutôt de la psychopathologie. La psychopathologie, c'est l'étude des comportements face à des situations de stress qui peuvent tomber dans des choses qui vont extrêmement loin, jusqu'où on pousse une personne en état de stress dans sa psychologie. Et je pense que pour vraiment que ce soit efficace, il faut faire appel à l'angoisse, aux peurs qu'on a tous, plus ou moins. Alors, il y en a qui les ont réglées, il y en a qui les ont pas réglées, il y en a qui les régleront pas. C'est la peur de l'abandon, la peur du noir, la peur du vide. En fait, on le puise dans les vieux mythes, euh, dans les vieux mythes sociaux. L'Oedipe, le Mm. Narcisse, toutes ces légendes qui ont servi les explications modernes, c'est quelque part les romans noirs vont puiser dedans. Euh, L'idée, c'est de découvrir la noirceur de l'âme humaine. Et pour que ce soit efficace, il faut se renseigner, je pense, ce type ce, ce type de pathologie, pour vraiment, comment dire, que ce soit crédible. Je crois que l'idée aussi, c'est ça, c'est que la psychologie, pour être efficace, il faut que ce soit crédible. Mm. Donner les caractéristiques de curiosité, découvrir tout ce qui n'est pas moi. Le lecteur, qu'est-ce qu'il veut? Le lecteur, il a une envie, c'est de découvrir des choses qu'il ne connaît pas. Si par exemple on prend les romans noirs horreur, ou les romans où il y a des tueurs en série, les lecteurs, heureusement, ce n'est pas tous des pervers ou des gens qui vont vouloir tuer tout le monde, mais on veut explorer un univers qui n'est pas soi, mais soit qui fait peur, soit qui provoque des échos en soi. C'est Et un peu c'est ça là qui a où donné, justement. c'est un Pardon. peu ça qui a donné naissance au profiler vers le XXe siècle, le fait d'essayer de Alors comprendre. tout à fait, c'est exactement ça. En fait, les profilers, ça a été le côté scientifique de la criminologie. Mm. Et qui a fait que du coup on s'est intéressé au profil des tueurs en série, par exemple. Et en effet, les auteurs qui racontent des histoires, pas des biographies, parce que là les biographies c'est un peu différent puisqu'on est vraiment sur du réel, mais les auteurs qui racontent justement qui prennent comme personnage un tueur en série font du profiling. D'accord. J'en parlerai après si vous voulez bien, parce que en fait, il y a une méthode qui est très utilisée que je vais pouvoir vous détailler. Comme ça, du coup, vous aurez un outil pour pouvoir faire l'utiliser si ça vous intéresse. Les grands auteurs de romans noirs, c'est Agatha Christie, hein, pour la compréhension.
des arcanes, on va dire, de toute la, de tout, de tout le processus du crime. Euh, le grand empereur de ce style, qui est Stephen King, Mm. qui utilise les peurs d'enfants transposées sur les peurs d'adultes. Et ça, c'est un auteur alors, un petit peu plus vieux, un petit peu plus classique, qui est Raymond Chandler, avec son personnage de détective un peu marginal de Philippe Marlowe, qui en fait explore les mondes interdits, donc la psychologie sociale. Est-ce qu'il y a aussi un peu Lovecraft qui était dans cette lancée? Enfin, c'est pas technique, c'est plus mélange entre le fantastique et le roman d'enquête. Ouais, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. C'est Lovecraft est vraiment là-dedans. Alors moi j'ai qu'une connaissance très superficielle de Lovecraft. Attention, D'accord. donc Pas de souci. je veux pas. Si je dis une bêtise, pardonnez-moi. Vous pourrez me dire que c'est pas ça. L'idée du fantastique en fait, c'est d'utiliser la psychologie pour justement ancrer son lecteur dans quelque chose dans lequel il n'est pas complètement perdu. Hmm. On a tous besoin, quand on lit un bouquin, de pouvoir se raccrocher à quelque chose. Parce que sinon, si on est trop perdu dedans, on n'arrive pas à rester dans une thématique et surtout dans une dynamique de lecture qui nous permet de nous attacher à l'histoire. Hmm. Donc, en effet, les bons, les bons auteurs, on va dire, de romans noirs sont ceux qui ont réussi justement à donner un ancrage psychologique crédible à une histoire qui, elle, est inventée. D'accord. Alors après, je vais prendre un deuxième exemple, qui est un exemple qui est un peu à la mode actuellement, ce sont les feel-good. Alors, beaucoup de gens se posent la question, mais pourquoi les feel-good, ça fonctionne autant? Des fois, les feel-good, on se dit, ouais, enfin bon, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil. Et en fait, le feel-good, c'est se met sur la psychologie positive de Seligman. Hmm. On se rapproche du zen, se faire du bien, le réconfort, les capacités de se réinventer. Donner du sens à sa vie, donner du sens à l'histoire dans laquelle on est en train de plonger. C'est vraiment là-dessus que l'auteur va jouer. Euh, on prend quelque chose qui rassure face aux problèmes du quotidien. Hmm. Et puis je pense que il y a aussi, c'est aussi je pense que les meilleurs romans, les meilleurs ouvrages de feel good, c'est justement ceux qui arrivent à suffisamment utiliser la psychologie pour plonger l'auteur, le lecteur dans une zone, dans un sorte de confort, sans forcément tomber dans le gnangnan, peut-être, non? Exactement. En fait, le lecteur a besoin de voir que tout peut changer, quelle que soit la situation. Hmm. Voilà, on peut réinventer sa vie. Que son bonheur dépend de lui. Si j'agis, je peux être heureux. Hmm. Euh, Reconnaître des émotions, savoir quelles sont les émotions pour pouvoir les gérer. Notamment, ça va parler à toutes les personnes qui sont hypersensibles et qui ont des fois du mal avec les émotions qui montent, qui montent, qui montent, qui montent et qu'on a du mal à appréhender, à gérer et à canaliser. Il y a aussi être dans l'ici et maintenant. Alors ça, c'est un concept qui est très à la mode, d'être dans l'ici et maintenant. Mais en fait, c'est un développement de la capacité d'attention. Et donc, on prend le lecteur et on le met dans un tunnel qui fait que il ne pense plus à rien d'autre. Il est concentré sur sa lecture et il ne pense plus à rien d'autre. Quel exemple je pourrais donner? Alors la papesse en France du feel good, c'est quand même Aurélie Vallogne, avec tous les bouquins qu'elle a pu sortir et qui vient de l'auto-édition, donc c'est aussi une belle histoire. Elle explore en fait les grands thèmes de ses lecteurs. Elle est très proche de ses lecteurs et elle intègre la psychologie justement dans ses ouvrages pour parler à ses lecteurs, aux préoccupations de ses lecteurs. Euh, Elle travaille sur ce qui les met en stress, la vieillesse, le couple, le nid vide, les mamans dont les enfants sont grands et partent de la maison,
La crise climatique, ça c'est son dernier. Il y a enfin plein de sujets qui met les gens en stress, qui leur fait poser plein de questions. Mm. Et ensuite, elle va prendre donc son lecteur comme le héros de son bouquin et elle va mettre autour d'elle des personnages qui sont plus ou moins lumineux et qui vont lui apporter des réponses. Et donc, Mm. du coup, c'est là où la psychologie rentre en jeu, c'est-à-dire qu'elle prend ses lecteurs et elle leur parle à travers d'autres personnages. Je ne D'accord. sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Si, si, c'est bon. C'est bon? Bon, Oui. bah nickel. De toute manière, à la fin, il y aura les questions du public, donc si il sera question d'approfondir ça, un de nos leaders le fera savoir. Ça sera parfait. Donc dans le texte, il y a pas mal de choses qui sont justement sur la psychologie positive, mais c'est surtout le titre qui fonctionne. Le titre, c'est toujours un aphorisme. Un aphorisme, c'est quoi? C'est une phrase toute faite. Donc Mm. son dernier, c'est faut pas pousser mémé dans les orties, en voiture Simone, des choses comme ça. Mhm. Ou je prends pas Aurélie Lyon, mais j'en prends un autre qui est beaucoup là-dessus, qui a été un succès de librairie absolument phénoménal, qui est, si je ne me trompe pas, ta deuxième vie commence le jour où tu t'aperçois que tu n'en as qu'une, qui est en fait une phrase de Confucius, qui a été repris fort habilement par l'auteur du livre, et qui, rien que dans le titre, tout le contenu du livre était dans le titre en fait. Et c'est justement un positionnement psychologique qui amène justement le lecteur à adhérer au livre dès le titre. Voilà. Mm. D'accord, d'accord. Donc tu Alors, avais des... oui, pardon. Ouais, justement, tu voulais te poser, tu avais parlé du roman noir, du roman feel good. Quel est le troisième exemple que tu voulais mentionner? Alors, le troisième exemple, c'est le non réel, l'imaginaire. Hmm. Euh, L'ailleurs. L'ailleurs, voilà. C'est des mondes qui n'existent pas, Hmm. qui sont totalement inventés et qui vont sur autre chose. Euh, Quand on peut mettre de la psychologie dans ce monde qui l'entoure, il devient plus fort, plus crédible, mais c'est surtout, il fait appel à des liens que le lecteur peut avoir justement avec un monde qu'il connaît. Le problème des mondes complètement inventés, c'est souvent que les dynamiques sociales, elles sont pas là. Tandis alors que c'est quelque chose qui est extrêmement important de mettre des dynamiques sociales et des dynamiques sociales qui sont crédibles et que le lecteur, sur lesquelles le lecteur va pouvoir s'appuyer. Hmm. Je prends par exemple alors, trois grands romans hein, là-dessus. Dune, qui met Hmm. justement en place toutes les dynamiques de psychologie sociale entre les différents peuples, les différentes euh, groupes sociaux qui peuvent se parler et qui sont complémentaires. Le Seigneur des Anneaux, où Tolkien a pris chacun des peuples qu'il décrivait et leur a donné des caractéristiques liées à des psychologies sociales de pays. Par exemple, alors c'est un de mes amis qui est un grand spécialiste de Tolkien qui me disait que en fait, les hobbits, il s'était inspiré des Français. Épicuriens, qui ont envie, qui contestent beaucoup, qui font, enfin bon, des clichés, mais des clichés qui font que du coup, le lecteur a tout de suite des clés pour arriver à comprendre le monde dans lequel il est. D'accord. Et puis le dernier, Harry Potter. Harry Potter, c'est un mélange entre l'imaginaire, hein, le monde des sorciers, on ne connaît pas puisque, voilà, il existe peut-être, mais en tout cas, on ne le connaît pas de façon réelle et visible, lié à la culture anglaise qui est extrêmement présente. Et donc l'interaction de ces deux mondes, à la fois l'imaginaire et le réel, fait que l'œuvre a été un succès dans le monde entier puisqu'elle correspondait, entre guillemets, aux stéréotypes qui ont rassuré les lecteurs. Surtout les jeunes. J'ai entendu dire Surtout que, les jeunes, oui. parce que je sais que
il y avait beaucoup de gens qui critiquaient Rowling Mhm. par rapport à ses compétences en écriture en disant ouais mais c'est pas une bonne écrivaine, c'est une écrivaine bas de gamme, etc. Et c'était une personne de mon entourage qui a répondu mais qu'est-ce qu'on s'en fout parce que de toute manière elle a poussé des jeunes à se mettre à lire. C'est ça. Mm. C'est exactement ça. Et en fait, qu'est-ce que veut un écrivain? C'est quand on écrit quelque chose, on a toujours une envie de quelque chose. Et J.K. Rowling, elle avait envie justement que des jeunes puissent lire. Mm. Et normalement, hein, c'est une bas de gamme, oui, peut-être. Ceci étant, elle faisait du roman jeunesse au départ. Après, tout le monde s'est venu à lire Harry Potter, mais c'était du roman jeunesse, donc forcément, elle n'a pas la même qualité littéraire, on va dire, que Tolkien qui s'adressait plus à des adultes. Et puis surtout, il y a c'est le dernier truc que je dirais à propos de Rowling. Mhm. À l'époque, elle avait effectivement souffert elle avait pâti effectivement de cette idée reçue bah, c'est une écrivaine jeunesse, du coup c'est pas une écrivaine sérieuse. Et dès le moment où elle a fait Cormoran Strike sous un pseudonyme, Robert Mhm. Galbraith, il me semble, tout le monde a dit ah nouvelle révélation de la littérature indépendante. On s'est rendu compte plus tard que c'était elle. Exactement. Donc, donc, ça veut dire qu'elle maîtrisait son sujet et surtout qu'elle maîtrisait son univers. Hmm. Donc voilà, oui, oui, tout à fait. C'est exactement ça. Euh, du coup, tu as développé un peu deux, trois exemples de genres où la psychologie peut varier. Euh, J'aimerais maintenant centrer un peu sur les personnages. Est-ce que tu as des exemples de bons personnages dont l'apport psychologique apporte de la profondeur? Alors, de bons personnages, c'est toujours difficile parce que l'apport psychologique d'un personnage, il est bon ou il est mauvais suivant ce que ça fait résonner dans son lectorat. Bon en Euh, termes d'écriture, bien oui, écrit oui, quoi. j'imagine bien, mais voilà, ce qui est important, c'est euh, en général, qu'est-ce que c'est qu'un bon perso? Hmm. C'est quoi? C'est quelqu'un qui touche le lecteur Exactement. et qui véhicule un message. Mhm. Une fois qu'on est là-dessus, il y a plein de façons de fonctionner en termes de développement psychologique. Hmm. La seule chose, c'est qu'il faut toujours être cohérent. Et cohérent dans sa façon d'agir dans le monde qui est le sien. Le monde interne ou le monde externe. Hmm. C'est-à-dire cohérent par rapport à ce qu'on fait soi, cohérent par rapport à l'endroit où le personnage évolue, la Mhm. société dans laquelle il évolue. Euh, Par exemple, un des personnages qui pour moi est le mieux campé et qui est, on en a parlé, mais qui est qui développe, qui va le plus loin, c'est le Joker incarné au cinéma par Joaquin Phoenix. C'est pas pour rien que ce film a été encensé par tous les gens qui ont pu le voir. C'est juste quelque chose qui est hyper cohérent et où le développement psychologique a été amené depuis le départ jusqu'à la fin, qui est la décompensation aux maladies mentales. Et c'est là où justement on a le fil psychologique. Je pense que le scénariste s'est entouré de gens qui ont pu vraiment travailler ça avec lui, parce que il n'y a pas une seule faute et tout est crédible et tout s'enchaîne de façon limpide. Et donc, voilà, on est transporté et on n'a aucune réticence. Donc pour moi, ça, c'est le genre de choses qui est intéressant. Le problème, c'est que bon, on va me dire, le Joker, Joaquin Phoenix, le film, voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Ce que je peux vous proposer, c'est de vous parler d'une méthode que je, que, que je connais, que j'utilise moi dans mon roman, qui s'appelle l'énéagramme. Cette méthode est beaucoup utilisée aux États-Unis par les scénaristes, notamment pour donner un développement psychologique de personnages qui tient dans la durée sur les séries où il y a beaucoup de saisons. Alors, il y a des fois, c'est raté à la fin, hein, parce que voilà. Mais quand il y a 4 ou 5 saisons, en fait, cette méthode permet de pouvoir dérouler la vie du personnage et la vie psychologique du personnage pour qu'il continue à être à la fois attachant par rapport aux choses, tout, ou même pas du tout attachant, mais le vilain qu'on aime détester. Hmm. Euh, Si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, c'est pas grave parce que je vous ai préparé un petit e-book que je mettrai sur
sur le site. Comme ça, du coup, vous pourrez avoir tout le déroulement de comment on fonctionne avec l'énéagramme. Et puis surtout, il y a la rediffusion qui permettra à tout un chacun de réécouter ce passage-là. Eh ben, c'est parfait, comme ça au moins on ne loupera rien. Donc en C'est fait, ça. l'énéagramme est une méthode qui date de l'Antiquité, hein. Donc c'est une méthode qui sert à profiler des types d'individus. Donc le premier, c'est 9 types d'individus qui sont. Donc il y a le type. Je vais y arriver. Euh, le type principal qui est la nature. C'est qui Mm. je suis. Voilà, quand je suis née, c'est ma nature profonde. C'est comme ça que je fonctionne. Elle est reliée à des sous-types. Les sous-types, c'est ce qu'on développe au fur et à mesure des interactions qu'on peut avoir autour de ses contacts, de ses modèles, de sa façon de fonctionner. Le gros avantage de cette méthode, c'est qu'elle fonctionne à la fois quand on va bien et à la fois quand on va pas bien. C'est-à-dire qu'un personnage n'est jamais tout bon, tout mauvais. Un personnage, il évolue au fur et à mesure de sa vie, mais surtout, il évolue au fur et à mesure des événements auxquels il est confronté. Un personnage, il va bien quand il est dans un environnement positif, il va très mal quand il est dans un environnement négatif. Mhm. Donc, en fait, l'avantage de l'énéagramme, c'est que ça vous permet, quand vous construisez votre personnage, de pouvoir voir toutes les possibilités du personnage d'un point A à un point B et de le faire évoluer dans l'histoire que vous avez à raconter de façon à ce qu'il puisse être cohérent avec lui-même, intérieur, extérieur, comme on en a parlé tout à l'heure. Si je puis me permettre, je vais vous prendre le personnage que j'ai développé dans mon roman, si ça vous dérange pas, Je parce t'en que prie. grosso modo, c'est celui que je connais le mieux. Donc en Mhm. fait, Selena, l'héroïne, est une c'est-à-dire c'est une perfectionniste, c'est une personne qui aime les choses carrées, aller très très loin dans ce qu'elle veut faire pour cela, elle met en place beaucoup, beaucoup de choses qui lui permettent justement de pouvoir bétonner toute son existence afin de ne pouvoir laisser personne rentrer dedans. Mhm. Elle évolue et sa deuxième, c'est le 7, c'est-à-dire elle est enthousiaste, épicurienne, elle aime vivre, elle aime les autres, elle aime être entourée, elle aime être aimée, elle aime une relation qui est plaisante autour d'elle. Et puis il y a le 4 qui est l'individualiste. Donc l'individualiste, c'est quelqu'un, comme son nom l'indique, qui aime tout rapporter à soi et qui ne se préoccupe pas forcément de ce que les autres ont, mais plutôt de ce qu'elle peut obtenir elle-même. Donc, toutes ces évolutions qui sont externes, elles vont être mises en place avec des traumatismes, qui est l'intrigue, hein, place, les unes après les autres. Et ensuite, on arrive à ce qu'on appelle le point de bascule. Le point de bascule, dans tous les romans, il y en a un qui est quand la situation se retourne et où le personnage est mis dans une situation où justement il va devoir aller vers quelque chose d'autre. Je pense que ce qui est important, c'est que le bon personnage fasse dire à des gens qui sont dans une recherche personnelle, de se dire, dans un roman, pardon, de se dire ah oui, c'est vrai, c'est comme ça que ça arrive dans la vie. Je me souviens avoir vu alors je ne spoil pas la série parce qu'elle est en train de passer, moi je l'ai vue, 10%. Je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent. En tout cas, c'est une série qui est à sa quatrième, sa quatrième et dernière saison. Et pile poil à la fin de la série, j'ai dit ah bah oui, forcément, ça pouvait pas se terminer comme ça. Et je pense que justement, un bon personnage, c'est quand le lecteur se dit à la fin, ouais, bah c'est ça, ça pouvait pas se terminer autrement. Mm. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, il y a le D'accord. problème du stéréotype. Mm. Du stéréotype ou de l'archétype? Ah non, alors l'archétype, c'est ce que je viens d'expliquer. L'archétype, c'est qui on est dans son ensemble. Le D'accord. stéréotype, c'est quelqu'un comme ça, donc il va faire ça. D'accord. Euh, c'est une femme, donc elle va tomber amoureuse.
Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un Voilà. homme donc il est très méchant. Voilà, enfin bon Non, voilà, c'est un homme, donc il est viril. il est formidable. Non, non, c'est en fait, c'est tous les stéréotypes, c'est ce que véhicule l'imaginaire populaire, de pouvoir, dire: «C'est ça, donc c'est comme ça». Le stéréotype en fait, il peut être utilisé pour justement montrer le côté masque social. On a Mm. tous un masque social quand on se promène dans le monde et quand on rencontre des gens. On va pas être, voilà, soi-même tout le temps et à tout bout de champ. Et donc, du coup, le stéréotype peut être donné et pris et être juste le masque social que le personnage a. Mais justement, ce qui est intéressant, et pour justement booster le personnage, lui donner une autre dimension, on peut lui adjoindre en dessous de ce masque social une véritable, euh, une autre personnalité qui est complètement à l'opposé du stéréotype qu'on a pu développer. Ah, c'est bon, excuse-moi. Ah pardon, non, non, c'est bon. Ah, non. Non, je vois que tu étais suspendu à mes lèvres et que donc du coup, Non, 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 tu mais attendais. en fait, je savais. En fait, comme on est sur Discord, je sais jamais si c'est un bug technique ou si la personne a terminé. C'est pour ça qu'il faut bien préciser. Non, non, mais c'est. Oui, je suis désolée, c'est Y moi a pas qui de connais souci. pas encore bien les règles. Pas de problème, pas de problème. Bon, on va passer à la dernière question. Donc, tu as développé, tu as parlé de personnages, enfin, de personnages qui auraient un profil psychologique bien développé. Est-ce que, au contraire, à l'inverse, tu aurais des exemples où il y a un développement psychologique qui a été tenté, mais qui a été totalement foiré? Ou... Alors oui, il y en a plein, mais bon, alors bon, comment te dire? Je veux pas me mettre mal avec qui que ce soit et avoir des procès pour diffamation, donc je vais éviter de donner des exemples très précis de voilà de bouquins ou autres. Non, je plaisante, mais voilà, j'aime pas trop voilà dire les choses. Peut-être que c'est moi qui l'ai pas vu, hein, ça se peut aussi, donc voilà. Euh, Je vais faire appel à un grand psy qui disait, Jung, hein, Karl Ernest pour les intimes, qui disait, il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée pour moi, c'est que pour que ce soit réussi un développement psychologique, il faut que ce soit la totalité soit dans la même veine. Vous avez commencé par quelque chose, vous le déroulez jusqu'au bout. Et pour moi, les développements psychologiques ratés, ce sont les gens qui changent en cours de route sur le caractère et la psychologie du personnage ou de l'intrigue. Euh, j'ai quand même donné un exemple, mais plus un exemple cinématographique. Et il y a eu plein de gens qui l'ont interprété ce personnage. Donc voilà, pour moi, et ça ce n'est que moi, et voilà, Bien je sûr. peux arriver à comprendre que d'autres le trouvent formidable. Pour moi, Batman est quelqu'un de complètement raté, un personnage au développement psychologique complètement raté. Dans les C'est... blockbusters américains, attention, D'accord. Ok. dans les blockbusters. J'allais justement te demander quelle version, mais oui, effectivement. Oui, oui, dans les blockbusters américains qui sont sortis sur, voilà, au cinéma grand public, je trouve que malheureusement c'est raté. Batman, c'est quelqu'un qui est en conflit intérieur sans arrêt avec lui, avec les autres, avec le monde, dans un monde hostile. Enfin bon, voilà. C'est un personnage qu'on peut interpréter de plein de façons différentes, tout en restant cohérent. Sauf que dans les blockbusters, on a tellement changé la façon de faire pour rester politiquement correct que ce personnage qui est très sombre, très noir, qui n'est pas forcément mauvais, mais qui peut être très sombre, très noir, très en dedans de lui, bah du coup, un coup il est politiquement correct, un coup il est lumineux, un coup il est autre chose. Donc c'est là où justement il n'y a pas de cohérence et pour moi c'est vraiment la marque d'un développement psychologique raté. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, tu as répondu à toutes les questions, en tout cas les questions qui ont été que j'avais préparées. Donc, c'est le moment de passer aux questions du public. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez vous démute. J'ai endormi tout le monde. Non, 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 pas du tout. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors Yann, moi, ouais? alors moi, c'est pas forcément une question, c'est plus une remarque concernant Bonjour. le point sur bonjour, concernant le point sur Lovecraft. Ah, Je dirais pas forcément après c'est mon avis du coup,
c'est pas forcément qu'il utilise la psychologie dans ses œuvres. Disons que le point de base des travaux de Lovecraft, c'est la peur et l'angoisse en fait de l'inconnu à une échelle cosmique. C'est vrai. Et disons que l'aspect psychologique dans ces œuvres, c'est plus sur la forme, je dirais, pour donner un aspect froid en fait à son récit. Donc, je sais pas si on pourrait dire s'il utilise vraiment la psychologie dans le fond en fait de son. Peut-être pour utiliser la peur, enfin justement. Oui, pour décrire la peur. Il utilise il se sert de la psychologie de ses propres lecteurs. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Oui, d'une certaine manière. Oui. Je serais assez d'accord avec ça. Merci de cette précision par rapport à Lovecraft, parce qu'encore une fois, c'est pas un monde que je connais très bien. Mais ceci étant, je pense que en effet, ce que tu dis est tout à fait cohérent par rapport à l'intelligence de l'auteur, qui justement va puiser dans la psychologie de ses lecteurs plus que dans un outil d'écriture. Pour justement les emmener et distiller son message, enfin ce qu'il a envie de montrer. Et en effet, la psychologie, elle est à deux états, deux étages. Elle est d'abord sur l'écrivain, mais elle est aussi beaucoup, enfin sur le roman, mais elle est aussi beaucoup chez le lecteur, puisque les interprétations de chaque lecteur vont être faites par rapport à sa façon à lui et par rapport à ce que ça fait résonner chez lui. Et en effet, de ce que tu m'expliques de Lovecraft, en effet, je pense qu'il est beaucoup plus par rapport à la psychologie. Ils utilisent la psychologie du lecteur, ce qui alors est vraiment formidable, parce que c'est rare qu'on arrive à être aussi pointu. Merci pour ta question, Yann. Ouais. Merci. Enfin, pour ta réflexion, excuse-moi. Ta réflexion. Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Personne? N'hésitez pas à vous démute. Bon. Tu as été trop clair, je pense. Ça doit être ça, on va dire ça. Bon, si vous avez une question, n'hésitez pas à vous démute pour en poser une. Hein. Bon, ben... Très bien, et ben c'est sur ces mots qu'on va terminer cette conférence. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci à tous d'y avoir assisté. Merci à toi, Nathan Phoenix, de t'être prêté au jeu. Avec grand plaisir, et puis à très bientôt à tout le monde. Ça marche. Merci beaucoup à vous aussi, hein. Même si on pose pas de questions, on écoute. Je vous ai pas perdu tous en route là, c'est bon. Non, tu vois bien, Nat, ils ne se sont pas endormis, rassure-toi. Bon, parfait. Très bien. Eh ben, au revoir, merci beaucoup. Merci à tous. Donc vous pouvez retourner à vos occupations. La prochaine conférence est de 20h30 à 22h. C'est les machineries de l'animation de 1912 à nos jours avec Henry Stein. J'espère vous y voir nombreux. Et pour les autres, bonne suite de salon à tous.